Chapitre 41. Il va en Australie pour la première partie de son année sabbatique. Il va chez les Hill, qui sont des amis de maman. Il fait chaud. Il compare la chaleur en Australie à un four à l'intérieur d'un haut fourneau à l'intérieur d'un réacteur nucléaire juché au sommet d'un volcan en éruption. La situation n'était pas idéale pour moi, elle était pire encore pour mes gardes du corps. Ah oui, parce qu'il va en Australie avec ses gardes du corps. Pour quelqu'un dont tout le monde se fout comme d'une guigne, qui peut être sacrifié, etc., il a quand même ses gardes du corps tout le temps avec lui. Ça va. En Australie, il est chez Annie Hill, donc, qui était la colocataire de sa mère avant qu'elle se marie avec Charles. Il vit chez eux et il cherche des sujets de conversation anodins à table, mais aucun ne me venait à l'esprit, la chaleur avait déjà commencé à me griller les neurones. Déjà que... Il parle en pensée à Marco, son guide spirituel débile. « Dis donc, mon vieux, tu es sûr qu'on a bien fait de choisir cet endroit ?» C'est un peu son Mufasa, mais bête. Finalement, il s'habitue à la chaleur. Être apprenti sur une ferme exigeait de l'endurance, assurément, mais aussi une certaine sensibilité. C'était tout un art. Il fallait savoir chuchoter à l'oreille des animaux, il fallait savoir déchiffrer le ciel et la terre. Donc Harry apprend à peindre en mille couleurs l'air du vent et à murmurer à l'oreille des chevaux. Tous les jours, il se lève au milieu de la nuit pour galoper sur son cheval dans les 16 000 hectares du domaine des Hill, 2 fois plus étendu que celui de Balmoral. Il déplace les vaches. Il ne comprend pas pourquoi il faut déplacer les vaches, mais il le fait quand même. Les vaches avaient besoin d'espace, je les comprenais. Il raconte comment il faut regrouper les vaches. C'est pas du tout intéressant. Et il y a des vaches, des fois, qui s'enfuient. Elles ont raison, parce qu'on va finir par les bouffer. Donc, fuyez les filles, fuyez. Si les vaches s'enfuient, après elles se fatiguent, elles perdent de leur gras, et le gras, c'était de l'argent. Il travaille en Australie avec le fils des Hill, qui s'appelle George, et qui a son âge, et qui a l'air d'être un incroyable plouc. La manière dont George parlait aux bêtes égarées me sidérait et me faisait rire. Il les haranguait, les houspillait et les insultait, leur réservant une insulte en particulier que peu de gens au monde prononcent de toute leur vie. George, lui, répétait ce mot toutes les 5 minutes. La plupart des gens plongent sous la table dès qu'ils entendent ce juron, mais pour George, c'était une sorte de couteau suisse linguistique. Ses usages étaient multiples. Et prononcé avec l'accent australien, ce mot avait presque quelque chose de charmant. On ne sait pas ce que c'est le mot. George possédait des dizaines d'autres pépites à son lexique. Par exemple, une gradube était une vache bien en chair, gradub, je sais pas, prête pour l'abattoir. Un bouvion était un jeune taureau qui aurait dû être castré mais ne l'avait pas encore été. Un sévron était un veau qu'on venait de séparer de sa mère. On est à fond dans la bientraitance animale, c'est fantastique. Une clopine était une pause cigarette. On ne mangeait pas, on croûtait. J'ai passé pas mal de temps, en cette fin d'année 2003, juché sur la selle d'un cheval à surveiller un sevron tout en m'accordant une petite clopine en attendant l'heure de croûter. Il dit aussi que c'est une expérience chargée en émotions, parce que les femelles sont dociles et elles obéissent au doigt et à l'œil, mais les jeunes mâles se fichaient éperdument des ordres qu'on leur donnait. Ils n'aimaient pas être séparés de leur mère. Ils geignaient, mugissaient, parfois même ils se ruaient vers nous. Un coup de corne pouvait vous estropier ou vous sectionner une artère. Raté. Mais il éprouvait plutôt, 3 petits points, une forme de compassion. Et j'avais l'impression que les taurillons le sentaient. La seule chose que je refusais de faire, la seule et unique tâche qui me rebutait, c'était la castration. Chaque fois que George sortait sa longue lame étincelante, je levais les mains en l'air. « Non, mon vieux, désolé, je ne peux pas. » Comme il est sensible, c'est gentil. Petite projection quand même sur la castration, je pense. À la fin de chaque journée de travail, ils fument des cigarettes et boivent des bières bien fraîches. Souvent, nous nous contentions de rester assis là, les yeux perdus dans l'immensité du paysage. Le terrain était si plat, sans la moindre aspérité, qu'on voyait se former au loin les orages plusieurs heures avant qu'ils n'atteignent la ferme, l'horizon illuminé par les premiers éclairs arachnéens. Le ghostwriter, là, il était inspiré. Là, ils sont contents parce qu'il pleut. Harry nous fait part de sa passion insoupçonnée pour les étoiles. Il regarde les étoiles, il trouve ça très beau. Il dit aussi qu'après 6 semaines en Australie, il ne parle plus comme Willy et papa, il parle comme George. Ça y est, c'est devenu un plouc. Il retourne vers sa vraie nature. Il s'habille comme un cow-boy. Ah, il a un nouveau surnom. Spike. Harry le hérisson. Voilà comment c'est arrivé.
Mes cheveux ne s'étaient jamais vraiment remis de la petite séance de tonte à laquelle les avaient soumis mes copains à Eton. Certaines mèches poussaient droit sur mon crâne comme de l'herbe en été, d'autres restaient obstinément aplaties, comme du foin couché sur lequel on aurait vaporisé de la laque. Georges pointait souvent du doigt ma chevelure en disant « Sacré pagaille là-haut !» Mais lors d'un bref séjour à Sydney pour assister à la Coupe du Monde de rugby, j'avais fait une apparition officielle aux eaux de Taronga et on m'avait demandé de poser pour ma photo à côté d'un échidné, une drôle de créature à mi-chemin entre le hérisson et le fourmilier, entièrement recouverte de longs piquants rigides qui lui avaient valu d'être baptisée Spike. Sur le dos de cette pauvre bête, c'était une sacrée pagaille, comme aurait dit Georges. Bref, cet animal me ressemblait beaucoup. Et quand Georges avait découvert cette photo de moi avec Spike, il a éclaté de rire. Az, c'est un autre surnom, cette bestiole a les mêmes tifs que toi. Dès lors, il ne m'a plus jamais appelé que par ce nom, Spike. Les gardes du corps aussi l'appellent comme ça. Spike est même devenu mon nom de code quand ils communiquaient par radio. Ils avaient des t-shirts avec écrit Spike 2003. Il raconte tous les surnoms qu'il a, Az, Bass, Prince Bouzeux, Cher Enfant, Maigrichon, demi-douzaine de noms officiels que je portais, demi-douzaine de surnoms dont on m'avait affublé. C'était désormais un casse-tête vertigineux, digne d'un palais des glaces. C'est très intéressant, dit donc Harry. En général, peu m'importait comment on m'appelait. La plupart du temps, je me disais, je me fiche bien de savoir qui je suis du moment que je suis quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent, tout sauf le prince Harry. Oh. Mais un colis officiel arrivait alors en provenance de Londres, de Buckingham, et j'étais aussitôt rattrapée par mon ancien moi, mon ancienne vie, la vie d'un membre de la famille royale. Oh. Un jour, alors qu'il est en Australie, il reçoit une série de notes émanant du service des relations publiques du palais à propos d'une affaire délicate. L'ancien majordome de maman avait écrit ses mémoires censés raconter toute la vérité. Mais la vérité, c'est qu'il ne racontait rien du tout. C'était une version des événements exclusivement destinée à le dédouaner et à le mettre en valeur. Donc ils avaient confiance en ce majordome, que Diana considérait comme un ami, et maintenant ils profitaient de sa disparition pour se faire du pognon. Donc il voulait rentrer pour aller lui dire ses 4 vérités. Il a appelé Charles, qui l'en a dissuadé, William aussi. La seule chose qu'on pouvait faire, m'ont-ils dit tous les deux, c'était de diffuser un communiqué officiel condamnant la publication de ce livre. Harry trouve qu'ils sont trop gentils de faire ça. C'est ça, hein, avec les livres des boulets qui racontent des saletés. Chapitre 43. Quelqu'un a essayé de s'introduire par effraction dans la ferme. Il a peur que ce soit des paparazzi. Bon, ils l'ont repéré, donc du coup, il s'en va. C'est Noël, il retourne en Angleterre. Comme la presse pense qu'il est toujours en Australie, il en profite pour aller en boîte tous les soirs. Et il croise une fille en boîte de nuit. Je ne savais pas que c'était une fille de la page 3, tel était le terme misogyne et déshumanisant communément employé pour désigner les jeunes femmes qui apparaissaient seins nus en 3e page du Sun. Si je l'avais su, ça n'aurait fait aucune différence pour moi. Elle était drôle et intelligente. Bravo Harry. Il ne cède pas au slut-shaming et ça je trouve qu'on devrait, on devrait le féliciter pour ça et on aurait vraiment rigolé s'il s'était mis avec une fille qui faisait des photos topless dans le Sun. Et je dis ça sans jugement, je dis ça, j'aurais trouvé ça super cool. Quand il sort de la boîte de nuit, il y a une voiture de paparazzi qui a failli lui foncer dedans. Il dit que ça aurait dû faire la une des journaux. Le prince Harry a failli se faire tuer par un paparazzi inconscient. Au lieu de quoi, les journaux ont parlé de sa rencontre avec une fille de mauvaise vie. Le snobisme et le mépris de classe perceptibles dans ces articles étaient à vomir. L'angle choisi complètement à côté de la plaque, c'était confondant. Année sabbatique, 2e partie. Il part au Lesotho, avec Georges, le plouc australien. Chapitre 44. Il est au Lesotho, c'est beau, mais c'est un des pays les plus misérables du monde. C'était l'épicentre de la pandémie de sida. Lui et Georges étaient tous les deux bouleversés par la gentillesse de tous ceux que nous rencontrions, leur résilience, leur noblesse d'âme, leur courage et l'entrain qu'ils affichaient malgré toute leur souffrance. Ils construisent des écoles, ils font des travaux. Il accepte pour la première fois de sa vie de donner une interview. Depuis, il s'est rattrapé. C'est pour attirer l'attention sur la misère dans le pays. Là, il parle des enregistrements de Diana qui ont fuité dans la presse, pile au bon moment pour coïncider avec la publication des mémoires du majordome. Ça, j'étais pas au courant parce que c'était pas dans The Crown. Ça va être dans la saison 6, je pense.
Il est toujours avec le journaliste l'énerve parce qu'il lui pose plein de questions indiscrètes. Et pendant l'interview, il tourne la tête et regarde autour de lui. La pauvreté, la maladie, les orphelins, la mort, rien n'avait la moindre importance au regard de tout ça. Au Lesotho, quelles que soient les épreuves que vous traversiez, vous étiez béni des dieux comparé à tous ces gens. Je me suis sentie submergée tout à coup par la honte. Et je me suis demandé si le journaliste avait suffisamment de jugeote pour ressentir la même chose. Oui, alors, il faut qu'il aille au Lesotho pour se rendre compte qu'il y a de la misère, il peut pas juste aller... Après l'interview, il retrouve Georges et nous avons bu une bière ensemble, plusieurs bières, des litres de bière. Je crois que c'est ce même soir que j'ai fumé un sac entier de bœufs. Je ne vous le recommande pas, mais c'était peut-être un autre soir, cela dit, je ne sais plus trop. Difficile d'être précis quand il est question d'un sac entier de bœufs. Chapitre 45. Ils s'en vont du Lesotho pour aller au Cap, où les attendent des copains ainsi que Marco. Nous sommes en mars 2004. Ils sont hébergés dans la résidence du consul général. Ils veulent faire un dîner, mais ils connaissent personne. Enfin, si, il connaît quelques personnes, et il connaît une fille originaire d'Afrique du Sud, Chelsea. Je me souviens qu'elle était, 3 petits points, différente. J'ai cherché dans mes contacts et j'ai retrouvé son numéro. Appelle-la, m'a dit Marco. Vraiment? Pourquoi pas? À ma grande surprise, c'était toujours le bon numéro, et elle a répondu. Qu'elle est venue avec une amie à elle et son frère. Chelsea est apparue. Ma mémoire ne m'avait pas trahi, elle était vraiment, 3 petits points, différente. C'est le mot qui m'était venu à l'esprit la première fois que je l'avais rencontrée, et qui s'est une fois de plus immédiatement imposé à moi à cet instant. Puis tout au long de la soirée pendant le barbecue, différente. Elle se moquait des apparences, des bonnes manières et du protocole. Il parle de Chelsea, qui s'en foutait totalement qu'il soit prince, donc du coup il la trouvait merveilleuse. Elle ne savait rien de ma biographie, et elle en savait encore moins sur ma famille. Grand-mère, Willy, papa, quoi, qui ça? Alors, soit elle ment, soit elle sait pas lire. Il rêve d'une femme qui s'en fiche de son titre. Donc il se plaint parce qu'il n'est que suppléant, mais il se plaint aussi parce qu'il fait partie de la famille royale et qu'il aimerait ne rien être du tout, mais il voudrait être roi. C'est confus. Elle n'était sans doute même pas au courant pour ma mère. Elle devait être trop jeune pour se rappeler les événements tragiques de l'été 97. Qui y croit? Qui croit ça, vraiment? Harold. Elle se fout de ta gueule, ou alors elle est turbo débile. Elle vivait au Cap. Son père possédait une grande ferme d'élevage. Oui, mais c'était pas assez. Il devenait pas ami avec des smicards, je vous rassure tout de suite. Elle a fait son internat en Grande-Bretagne. Il lui parle de ses premiers séjours en Afrique qui ont totalement changé sa vie. Je lui ai parlé de l'étrange apparition du léopard. Elle a hoché la tête. Elle aussi me comprenait. Donc quand il voit un léopard en Afrique, c'est sa mère, parce que l'Afrique c'est très philosophique, c'est très... voilà. Quand il voit un cerf en Grande-Bretagne, il le bute. Il lui propose de partir au Botswana avec lui, et elle accepte de l'accompagner. Chapitre 46. Ils se promènent avec Chelsea en Afrique au Botswana. Ils ont échangé leur premier baiser sous les étoiles. George, son copain le plouc australien, est tombé amoureux de la copine de Chelsea. Les adieux ont été déchirants quand ils sont tous retournés chacun chez eux. Il s'est retrouvé seul dans le bush avec Adi. Adi, c'est ses grands-mères feuillages. Parce qu'il a vraiment besoin de guides spirituels apparemment, mais il trouve que des teubés complets. Avec Adi, ils vont voir un tournage de film documentaire sur la faune sauvage et ils se retrouvent dans une grande fête organisée par la boîte de prod. Harry est impressionné par la nouba du feu de Dieu qu'ils avaient réussi à organiser dans cet endroit. Je pense que le traducteur, c'est le ministre de la bamboche. Harry, il va travailler avec Tige et Mike, qui sont les propriétaires de la boîte de prod. Alors, Harry veut s'incruster sur les tournages, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il sait pas quoi faire de sa vie et il s'emmerde. Quand il croise des gens, il essaye de pas s'incruster, mais de faire partie d'un truc parce qu'il trouve pas sa place, donc c'est mignon. Il devient ami avec Tige, qui est une femme, ça s'écrit T2EJ. Je surprenais souvent Tige en train de m'observer, de me jauger, un étrange sourire aux lèvres, comme si j'étais moi-même un animal sauvage qui avait débarqué tout à trac dans leur campement. Mais au lieu de me chasser ou de se servir de moi comme tant d'autres à sa place l'auraient fait, elle s'approchait et, 3 petits points, me câlinait.
Les nombreuses années qu'elle avait passées à observer les animaux l'avaient rendue sensible à la sauvagerie, qu'elle révérait et considérait comme une vertu, et même comme un droit fondamental. Parce que Harry est un animal sauvage, d'accord ? Mike et Tige étaient les premiers à tenir en estime ce qu'il pouvait encore y avoir de sauvage en moi, ce qui n'avait pas encore été abîmé par le chagrin et par les paparazzis. Ils étaient scandalisés à l'idée que les autres veuillent à tout craint oblitérer les derniers vestiges de cette part sauvage, qu'ils ne cherchent qu'une seule chose, me mettre en cage. Tige et Mike, ils les présentent comme des espèces d'aventuriers africains. Bon, en fait, on se rend compte que Tige, elle a grandi à Milan, dans une famille, à mon avis, Maïgabide. Son grand-père aussi, c'était Robert Ardrey, un scientifique, essayiste et écrivain légendaire qui avait été nommé aux Oscars. Non mais... on n'a pas la même définition des aventuriers sauvages. Hein. Donc elle tombe amoureuse de Mike, à l'époque où ils sont tombés amoureux. Elle est allée chez lui et elle s'est rendue compte qu'il avait le livre écrit par son grand-père, son propre grand-père à Tige. Elle avait tous les livres classés dans le même ordre que chez elle. Et elle trouve ça merveilleux. Moi, j'aurais flippé, je me serais dit, c'est un stalker, il est allé chez moi, il a regardé mes livres, il les a remis dans le même ordre. Donc là, il parle du feu de camp, il est avec Marco. Marco, c'est le grand-mère feuillage d'Angleterre. Tige lui dit, je crois que ton corps est né en Grande-Bretagne, mais que ton âme est née ici en Afrique. C'est peut-être le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Moi, je trouve que toute cette fascination qu'il a pour l'Afrique, c'est très superficiel et ça fait très exotisant et pas raciste, mais quand même. Genre un feu de camp en Afrique, c'est voilà, il trouve le sens de la vie. Il décide de retourner au Cap en voiture pour ne pas que les paparazzi apprennent qu'il a pris l'avion, pour retrouver Chelsea, et c'est deux jours de route. Donc ils ont roulé non-stop en buvant du whisky et en se gavant de chocolat pour garder les yeux ouverts. Ceci est un communiqué de la sécurité routière. Ne faites pas ça. Il est arrivé devant la porte de Chelsea pieds nus, débraillé, un bonnet crasseux sur la tête, le visage sale et fendu d'un sourire jusqu'aux oreilles. Elle a eu un sursaut, 3 petits points. Puis elle a éclaté de rire. Et ensuite, 3 petits points. Elle a ouvert la porte un peu plus grand. Chelsea, respecte-toi, il y a un mec pieds nus avec un bonnet pourri sur la tête qui tape à ta porte, tu le laisses pas rentrer. Chapitre 47. Chelsea, c'est plus Chelsea, c'est Chelsea. Chelsea et moi avons appris une leçon importante. L'Afrique, c'était l'Afrique, mais la Grande-Bretagne était toujours la Grande-Bretagne. Dès qu'ils sont arrivés à Londres, les paparazzi ont surgi. Pendant quelques années après la disparition de maman, il m'avait à peu près laissé tranquille, mais désormais il me traquait en permanence. J'ai conseillé à Chelsea de voir ça comme une espèce de maladie chronique, quelque chose qui pouvait se gérer. Chelsea n'était pas certaine d'avoir envie de souffrir d'une maladie chronique. Je lui ai dit que je comprenais. Sa réaction était parfaitement normale, mais c'était comme ça, c'était ma vie, et si elle voulait la partager avec moi d'une manière ou d'une autre, elle n'aurait pas eu d'autre choix que de l'accepter. On s'habitue, ai-je menti. Est-ce que vous pleurez ? Est-ce que vous avez les yeux qui piquent ? C'est terrible. Dès lors, je me suis dit que les chances pour que je revoie Chelsea étaient de 50-50, peut-être 60-40. Il a peur que Chelsea le largue à cause des paparazzi. Mais il veut se focaliser sur son travail. Il faut qu'il passe l'examen d'entrée chez les militaires. Les examens duraient 4 jours. Et ça n'avait rien à voir avec l'examen à Eton, oui j'imagine. Donc c'est pour... les tests visent à estimer votre niveau d'endurance psychologique et votre aptitude à diriger les troupes. Il s'est avéré que je possédais ces 2 qualités. J'ai été reçue brillamment. Respect. Moi franchement, déjà la journée d'appel, j'ai eu du mal à survivre. J'en suis pas tout à fait remise. Je pense que si j'avais dû faire mon service militaire, je sais pas, j'aurais changé d'identité, je me serais enfuie, je me serais volontairement blessée, je me serais fait passer pour folle, j'aurais trouvé une solution pour ne pas y aller. Donc, chacun son truc, hein. L'armée cherchait précisément des jeunes gens comme moi. Non, je ne ferai pas de blagues. Je ne ferai pas de blagues sur l'armée, sur la masculinité toxique, sur rien. Je ne chanterai pas une chanson de Renaud. Non, vous n'obtiendrez rien de moi. Vous dites, mon garçon, parents divorcés, mère décédée, deuil ou traumatisme psychologique non résolu, mais venez donc. En attendant d'aller faire son service militaire, il passe un peu de temps avec Chelsea, qu'il a invité au Cap pour rencontrer ses parents.
J'y suis allée, et ils m'ont tout de suite plu. Impossible de ne pas les aimer. Ils étaient portés sur les histoires drôles, le gin tonic, la bonne bouffe et la chasse. Je dis rien, vous avez vu, je juge plus, je ne dis plus rien. Le père de Chelsea était un colosse, large d'épaules et doux comme un gros nounours, mais c'était un mâle alpha, aucun doute là-dessus. En même temps, je veux pas faire de blagues, mais il faut arrêter de provoquer. Sa mère était menue, elle savait écouter comme personne. Si on m'avait demandé de décrire les beaux-parents idéaux, je n'aurais pas pu trouver mieux. Je suis un peu déçue parce que je croyais que Harry, depuis qu'il était avec Meghan, il était woke. Mais c'est pas trop un mâle déconstruit, hein. Il est un peu obsédé par les mâles alpha qui puent le axe, douche, senteur bois, cuir et pied. Chapitre 48. Il devait y avoir un parfum de romance dans l'air. Ouh, il va être question de Chelsea. Ah non, c'est papa, Charles, a annoncé qu'il avait décidé de se marier. Il avait demandé à grand-mère sa permission. Et elle la lui avait donnée. À contre-cœur, disait-on. Willy et moi avons eu beau le supplier de ne pas faire ça, papa était déterminé. Nous lui avons serré la main et souhaité tout le bonheur du monde, sans rancune. Nous avons compris qu'il allait enfin être avec la femme qu'il aimait, la femme qu'il avait toujours aimée, la femme que le destin, majuscule, avait peut-être prévue pour lui depuis le début. Même si nous éprouvions une certaine amertume, une certaine tristesse à la perspective de cet événement qui allait, un peu plus encore, reléguer maman dans un passé révolu, nous voyions bien que nos sentiments n'avaient aucune incidence. En même temps, t'es adulte, hein. Le couple que formaient papa et Camilla nous inspirait de la compassion. On avait rarement vu histoire d'amour aussi contrariée. Pendant des années, on les avait empêchés de vivre la relation qu'ils désiraient tant, et aujourd'hui, alors que le bonheur leur tendait les bras, de nouveaux obstacles se mettaient en travers de leur chemin. D'abord, la controverse autour de la cérémonie. Les officiels de la cour n'en démordaient pas. Il faudrait que ce soit un mariage strictement civil, car papa, en tant que futur chef suprême de l'église anglicane, ne pouvait épouser devant Dieu une femme divorcée. Lui aussi, il est divorcé, hein, quand même. Donc il décide de faire la cérémonie de mariage à l'hôtel de ville de Windsor, et puis le pape est mort. Je comprends pas quel est le... Ça doit avoir une importance. Ah, mais, Harry est comme moi. Je ne comprenais pas et j'ai posé la question à Willy, mais c'est quoi le rapport entre la mort du pape et le mariage de papa? Il se trouve que les deux événements étaient étroitement liés. Papa et Camilla ne voulaient pas se marier le jour des funérailles du souverain pontife. Mauvais karma, mauvaise presse, et puis plus prosaïquement, grand-mère voulait que papa la représente à l'enterrement. Il a donc fallu changer de plan une fois de plus. Ça traînait à n'en plus finir. Et, en tendant bien l'oreille, on entendait des clameurs et des soupirs de désespoir partout dans les couloirs du palais. Mais on ne savait pas qui se lamentait ainsi, les organisateurs du mariage, ou Camilla, ou papa. Ah, outre le fait que j'étais désolée pour eux, je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'une sorte de force cosmique, maman, point d'interrogation, conspirait pour faire obstacle à leur union au lieu de la bénir. C'était peut-être l'univers qui exprimait sa désapprobation. Bah oui, c'est ça, c'est juste... En fait, c'est Diana, elle a tué le pape pour ruiner le mariage de Charles et Camilla. Mais elle n'a pas réussi.